C'est Médias en scène, merci de suivre cette journée exceptionnelle, cet événement co-organisé par France Info et Les Échos, avec de très nombreux contenus que vous pouvez retrouver sur différents thèmes. On parle de podcast tout de suite, et on va s'intéresser à la manière dont les podcasts, productions spécifiques pour les canaux numériques, peuvent entrer enfin, comment ça s'articule finalement avec une antenne de radio traditionnelle. Et pour cela, écoutez, on reçoit deux représentants d'une chaîne de Radio France qui, depuis très longtemps, s'est investie dans les podcasts de manière très très forte. Cette chaîne, c'est France Culture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Élise Carlin, tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Bonjour Élise, productrice de Mécanique du journalisme, qui est un podcast que vous allez nous décrire dans un instant. On voit un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'aller un petit peu dans les coulisses de la fabrication de l'information. Et puis, avec nous également, Baptiste Muckensturm, bonjour. Bonjour. De France Culture également, délégué au développement des programmes chez France Culture, donc avec une vision sur toute la production de podcasts de France Culture. Parce que je le disais, on va commencer avec vous, Baptiste. France Culture, c'est beaucoup de contenu évidemment sur l'antenne. Et puis, c'est beaucoup de contenu en podcast depuis très longtemps. Vous avez pris le train du podcast très, très tôt. D'abord des replays des émissions et ensuite le podcast natif. Donc, quelle est la stratégie au début et puis aujourd'hui, si elle a évolué ? France Culture était très bien disposée pour s'intéresser très vite au podcast, puisque France Culture, avec son identité, l'actualité, la création, les savoirs, la connaissance, avait donc des contenus à forte valeur ajoutée, ce qui convient quand même très bien au podcast. Et puis aussi, un autre critère important, c'est que les émissions de la grille de France Culture sont sérialisées depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un thème est développé sur 4 ou 5 jours. C'est le cas des chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett, du cours de l'histoire de Xavier Mauduit, de toutes les émissions, de Entendez-vous, l'écho de Tiffaine de Roquigny. Et donc, cette sérialisation, c'est aussi un des caractéristiques du podcast. Donc, ça nous a donné, évidemment, on avait déjà franchi d'une certaine façon la première marche. Et puis on a commencé aussi à réfléchir avec Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, avec Florent Latrive, le directeur du numérique de France Culture. On a bien compris qu'il y avait des nouveaux usages qui étaient enclenchés, qu'il y avait une nouvelle façon d'écouter de la radio, donc les podcasts, que c'était plutôt venu du marché anglo-saxon. Et puis on aime bien les risques, on aime bien aussi se poser la question de l'écriture, de comment on peut écrire les choses un peu différemment. Et donc le principe de la nouvelle écriture, c'était évidemment un moyen de rentrer facilement dans le podcast. Ça s'est passé à partir de 2017 avec Super Fail de Guillaume Erner, qui est un des premiers podcasts, le premier podcast natif. C'était le premier podcast natif. Absolument. Qui a été repris sur l'antenne ou pas ? Qui a été repris sur l'antenne à certains moments, qui a été rediffusé, pas complètement, mais de temps en temps. Et puis ensuite, bien sûr, ça a été les fictions, dirigé par Blandine Masson à France Culture, notamment Astadente, notamment le projet Orlov, qui là aussi, sur le principe de la sérialisation, ont permis nouvelle écriture et puis de s'adresser aussi, bien sûr, à des nouveaux publics. Et puis enfin, à partir de 2019, Mécanique du complotisme, qu'on a pensé avec Sandrine Trainer, évidemment, parce qu'on a bien vu que la question de la remise en cause de la vérité, de l'information, du questionnement autour du journalisme et surtout de la connaissance commençait à devenir très important. L'ère Trump a été évidemment fondatrice dans cette réflexion et ça nous a permis de lancer Mécanique du complotisme en 9 saisons que je ne vous détaillerai pas, mais qui ont été faites par différents producteurs. Voilà, alors, ça c'est le temps 1. Oui, est-ce que ça, vous disiez, aller chercher peut-être de nouveaux publics, c'est une nouvelle surface d'exposition pour les contenus de France Culture. Ça vous a permis vraiment d'acquérir une nouvelle visibilité ? Absolument, c'est-à-dire c'est de la conquête de nouveaux publics, ce sont des gens auxquels peut-être on ne s'adressait pas avant. Est-ce que vous savez si véritablement c'est un nouveau public ou bien c'est le public de France Culture qui est bien content de pouvoir vous écouter quand il le souhaite ? C'est à la fois le public de France Culture parce que évidemment on ne se prive pas d'annoncer sur l'antenne de France Culture la création et la mise en ligne des podcasts, mais c'est aussi bien sûr tous ceux qui viennent sur les plateformes
et qui ne sont pas, a priori, toujours des auditeurs de France Culture. D'ailleurs, France Culture qui a rajeuni, on l'a encore appris aujourd'hui avec la publication des chiffres de l'audience, qui a rajeuni encore son audience, et on a bien compris que les auditeurs de podcasts, sans faire de généralité absolue, étaient un peu plus jeunes peut-être que les auditeurs de la radio. Est-ce que comment dire, vous faites une émission en podcast, fera-t-elle autant d'audience, plus, moins qu'une émission ou plutôt qu'un replay, je veux dire? Alors, c'est difficile à savoir encore, parce qu'il faut qu'on ait un peu de profondeur de catalogue pour le savoir. On n'a pas encore produit suffisamment de podcasts avec autant de profondeur de catalogue qu'on peut en avoir sur les émissions de la grille, qui sont comme des podcasts, qui effectivement, vous le savez, sont très écoutés en réécoute, donc en podcast. Mais on a des indicateurs qui montrent, notamment avec Mécanique du journalisme. On va en parler dans un instant. Produit par Élise Carlin, et Mécanique du complotisme, que oui, il y a des très bons chiffres d'audience, absolument. Alors, Élise Carlin, Mécanique du journalisme. En quelques mots, quel est le contenu de ce podcast? Et comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que finalement, pour vous, c'est comme faire une émission de radio traditionnelle, ou il y a quelque chose de différent? C'est comme faire un reportage traditionnel. C'est-à-dire qu'on est parti aussi d'une question qu'on pose à tous les journalistes. Quand vous sortez une enquête, vous avez tout le temps des gens qui vous disent « Mais comment t'as fait? Comment t'as travaillé? Mais d'où t'as sorti l'info ?» Enfin, vraiment des questions que n'importe qui peut vous poser. Et à partir de là, on a choisi, avec Baptiste et avec le réalisateur Thomas Duterre, de prendre les enquêtes qui avaient été les plus marquantes ces dernières années, à la fois parce qu'elles ont changé des lois, par exemple l'affaire Cahuzac, ou simplement parce qu'elles ont éclairé un système comme celui de l'Élysée avec l'affaire Benalla. Et on a interrogé les journalistes qui ont fait ces enquêtes pour qu'ils nous racontent vraiment la coulisse de leur travail. Donc, par exemple, l'affaire Cahuzac, c'est le journaliste Fabrice Arfi à Mediapart qui a sorti l'info, et c'est lui qui raconte vraiment depuis l'origine. Depuis l'origine. Et l'origine, en l'occurrence, pour l'affaire Cahuzac, ça part 2 ans avant. Donc, il raconte comment est-ce que 2 ans avant, finalement, la manière dont Jérôme Cahuzac soutient Éric Woerth, qui c'est 2 adversaires politiques, ce soutien lui met la puce à l'oreille, et ça commence comme ça. Alors qu'aujourd'hui, l'affaire Cahuzac, pour nous, c'est uniquement un ministre qui a un compte caché. Mais en fait, ça commence bien plus tôt, et ça commence totalement par hasard. Non, mais juste pour dire une chose à propos de Mécanique du journalisme, donc, qui a été formidablement produit par Élise, c'est que c'est évidemment aussi un moyen de se rendre compte. C'est un beau travail sur l'artisanat du journalisme, sur le progrès du journalisme d'investigation, comment on arrive à trouver une information, quel est le travail qui mène justement à toutes ces affaires. Et puis c'est aussi un moment où on se disait, oui, tous journalistes, on peut sortir dans la rue avec un smartphone et devenir journaliste. Bon, là, ça montre un peu l'inverse, c'est qu'il y a énormément de travail, d'intuition, de concentration, de contact et de vérification de l'information. C'est surtout ça que ça montre, cette série. Oui, parfois double ou triple vérification. Toutes les enquêtes, c'est des mois de vérification, de coups de fil, oui, ça s'intéresse au journalisme, ce qu'on appelle d'investigation, vraiment c'est ça, sur les mécanismes d'enquête, etc. Exactement, c'est vraiment, oui, c'est des enquêtes qui ont duré chaque fois des mois, voire des années. Mais en tout cas, c'est un énorme travail de recherche, de recoupage, comment est-ce qu'on vous donne une info, mais si vous ne l'avez pas vérifiée au moins 3 fois, vous ne pouvez pas la sortir parce que ça met en cause, ça met en cause des gens à un niveau de pouvoir tel que vous êtes obligé de travailler longuement et de travailler très sérieusement. Sinon, c'est votre média en entier qui peut sauter. Alors, pourquoi avoir choisi finalement de faire cette émission en podcast plutôt qu'à l'antenne? Et uniquement en podcast pour commencer peut-être? Je ne sais pas si... Est-ce que ça pourrait passer sur l'antenne après? Oui, absolument, ça pourrait tout à fait passer sur l'antenne. La logique qui nous a conduit à Mécanique du journalisme, elle vient en fait d'une réflexion qu'on avait sur l'information en général, sur ce qui nous a mené à faire, par exemple, les idées claires de Nicolas Martin, qui est donc la mise à nu des infox, des fausses informations, qui sont scientifiques. Ensuite, on a fait Mécanique du complotisme, qui est un peu dans le même état, dans le même esprit, pardon. Et puis ensuite, le journalisme, parce que la question
question du journalisme dans la démocratie se pose formidablement aujourd'hui, que c'est très important et que ça nous permet, grâce aux enquêtes de ces grands journalistes et le travail mis en lumière par Élise, ça nous permet de comprendre que c'est un fondement de la démocratie. Mais alors pourquoi une chaîne choisit-elle de faire ça en podcast plutôt qu'en émission ? D'abord parce que c'était une forme d'écriture nouvelle qu'on devait investiguer. Mais c'est une bonne question, Jérôme, parce qu'on pourrait penser que dans un Parfois, temps... c'est des bêtes questions de disponibilité sur la grille. Enfin, non. Oui, alors de disponibilité sur la grille, mais de... on pourrait imaginer tout à fait diffuser, et ça devrait venir peut-être, enfin, on ne va pas donner de rendez-vous, mais on peut tout à fait imaginer que Mécanique du journalisme soit diffusée sur l'antenne de France Culture, bien sûr. Élise, c'était Moi, j'aime bien le côté finalement fermé, c'est-à-dire que on ne cherche pas à remplir une case dans une grille. On a 4 affaires. Ces 4 affaires-là nous paraissent valoir qu'on y revienne, qu'on s'interroge sur la manière dont ont travaillé les journalistes. Peut-être que, voilà, au-delà de 4, il faut passer à autre chose et rester sur la série Mécanique, mais pas forcément sur le journalisme. Si vous êtes dans une grille, vous avez un devoir qui parfois vous conduit à remplir. C'est pas forcément aussi intéressant que le format podcast l'autorise. Oui, le podcast, on peut faire ce qu'on appelle des collections. Exactement. On peut faire 3, 4, 10... Et une fois qu'on a vu la limite, on passe à autre chose. C'est pas forcément le cas quand vous êtes sur une grille. C'est sûr. Comment vous l'avez vécu, le fait vous aviez déjà fait des podcasts avant ? Non, jamais. Podcasts natifs. Alors, qu'est-ce qu'on se dit au début c'est quoi c'est un peu la question que vous posez au début. Ça va être super plus amusant que la radio. Au contraire, non, finalement, c'est plutôt dévalorisant. C'est quoi ? Ah non, pas du tout. Alors, la question de la dévalorisation n'est même pas venue à l'esprit. Non, moi, je viens de la presse écrite, déjà. Donc, c'était de toute façon un amusement, un plaisir. Je me suis dit, voilà, c'est un média que j'ai connu, mais que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps. Après tout, comment mettre en valeur le travail d'un journaliste uniquement en le faisant parler ? C'est-à-dire que ce soit ni long, ni ennuyeux. L'avantage du podcast... Mais vous n'êtes pas dit, j'aurais pas le public que je pourrais avoir sur l'antenne de France Culture Pas du tout. Ah non, absolument pas. Je me suis dit, le podcast est tellement entré dans nos vies que de toute façon, il y aura un public. Alors peut-être que ce ne sera pas le même que celui de l'antenne, mais je ne pensais pas que ce serait un public aussi réactif. Et je me suis rendu compte sur Twitter qu'en fait, énormément de gens l'ont écouté. J'ai eu souvent beaucoup plus de retours que sur un article de presse. Et... Donc vous avez été surprise par l'impact. J'ai été surprise par l'impact parce qu'encore une fois, sur des papiers, vous le voyez quand ça sort dans Le Monde, par exemple pour l'affaire Benalla, il y a énormément de suivi. Je me disais qu'en podcast, d'abord les gens, peut-être l'affaire Benalla, on en a ras-le-bol, on l'a déjà beaucoup entendu, mais ça... sur Cahuzac, c'est vraiment l'affaire Cahuzac a très très bien marché sur une affaire qu'on pense hyper connue, où on a l'impression qu'on a tout dit, mais les gens viennent et ils réécoutent avec plaisir le journaliste qui raconte comment il a fait. C'est sûr qu'on apprend beaucoup plus de choses. On se replonge dans l'histoire et puis on découvre aussi... D'autant qu'on a vraiment eu envie, non pas de refaire l'enquête, mais de montrer comment on était arrivé à ça. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que tout le monde savait ce qui était arrivé à Jérôme Cahuzac et qu'on avait à peu près suivi l'actualité à ce moment-là. Donc l'idée, c'était avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant ? Ouais. Baptiste, comment est-ce que vous voyez le futur ? Qu'est-ce qui va se passer là alors pour France Culture ou d'une manière générale pour des médias qui font des podcasts ? Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en général, c'est un peu compliqué. Mais non, ce qu'on imagine, je vous ai décrit un peu un temps 1 où effectivement, la fabrication des podcasts était assez distincte de celle de l'antenne. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus considérer les choses comme 2 couloirs de nage différents. C'est plutôt... on travaille ensemble. Il y a perméabilité en plus entre l'un et l'autre. Perméabilité entre les deux. On a dit à un moment, les meilleurs podcasts sont à la radio. L'inverse peut maintenant aussi être vrai. On pourrait considérer bientôt aussi que France Culture, ce sera à la fois du direct, parce que la magie du direct fait que ça fait la formidable radio, et des podcasts. Donc le podcast, son écriture, sa sérialisation sont de plus en plus proches, évidemment, de la diffusion à l'antenne. Élise, prête à en refaire un autre ? Et si oui, qu'est-ce que vous voudriez faire de différent, de plus, de mieux ?
De mieux, j'espère toujours faire mieux, forcément. Mais oui, moi, je trouve que c'est un format formidable. D'abord, on a du temps, on travaille sur les archives, on travaille avec des gens qui racontent, qui ont l'habitude, parce que c'est leur métier, donc qui racontent très bien. On a envie, on essaye de faire les 4 épisodes de manière à ce qu'à la fin d'un épisode, on se dise « Ah, mais alors vite, le deuxième !» Donc, oui, non, moi, j'ai pris un vrai plaisir à faire ça. J'espère que j'en ferai d'autres. C'est vrai, le cliffhanger. Le fameux. Oui. L'idée de donner envie et d'écouter l'épisode suivant est quelque chose d'assez excitant à construire, et quand ça marche, on est très content. Et quand vous faites une émission de radio, souvent on vous dit « Tiens, je t'ai entendu à la radio et qu'est-ce que j'ai dit ?» Personne ne s'en souvient. Ouais. Le podcast, on vous appelle et on vous dit « J'ai aimé ça » et on peut vous dire ce qu'il y avait dans le podcast. Ça, c'est assez incroyable. Oui, effectivement, on a l'impression qu'il y a on est plus frappé. Ça s'explique peut-être par le fait que, et on le voit dans les études, on choisit d'écouter un podcast vraiment par rapport au thème. Hein. C'est ça qui fait que les gens se connectent. C'est pas parce... Alors bien sûr, il peut y avoir le label France Culture, Radio France, le label du présentateur, etc. Mais c'est le sujet quand même qui fait l'intérêt de la chose pour l'auditeur. Sûrement, mais c'est aussi les conditions d'écoute. On sait que, en tout cas, dans toutes les études de ces dernières années, on voyait que les gens écoutaient souvent davantage au casque. C'est quelque chose qui de moins en moins, qui perdure de moins en moins, mais quand même, ça suppose donc une concentration d'écoute qui est différente de celle de la radio de flux. Oui, donc c'est une écoute individuelle. Absolument. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Jérôme. Longue vie au podcast sur France Culture et dans tout Radio France, bien entendu. Voilà, c'est la fin de cette première matinée. Média en scène se poursuit cet après-midi avec d'autres interventions. Merci de nous suivre. Et puis, encore une fois, je le répète, vous pourrez bien entendu retrouver toutes ces tables rondes et toutes ces interventions en replay sur le site de Média en scène. Merci d'être avec nous aujourd'hui.